587e journal de bord de Jean-Marie Le Bène. Président, bonjour. Bonjour. Alors, pendant ces vacances, il y a eu un gag, puisque le journal Libération, victime d'une fausse nouvelle, a été embarqué dans une histoire où vous aviez fait une chute violente qui vous mettait en péril. Oui, c'est vrai. Et pour une fois, c'était Vaut plus... mieux que ça arrive dans les colonnes de Libération que sur ma terrasse. Alors non, ça n'est pas arrivé dans les colonnes de Libération, c'était une attaque de contre-Libération se servant de l'événement éventuel d'une chute que vous auriez subie. Un petit mot sur vos vacances, ça s'est bien passé? Oui, ma foi, j'étais à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, mais à 400 mètres d'altitude, donc il faisait plus frais que sur la côte. Il y avait une piscine, c'était très agréable, c'était chez notre amie Lydia, qui est toujours merveilleuse, et donc c'est très agréable. Je dois dire que j'ai tiré tout de même un peu de flémingite. C'est-à-dire que j'avais amené du travail et j'en ai pas fait beaucoup. On peut rappeler que l'année dernière, vous aviez le tome 2 de vos mémoires à boucler, ce qui n'était plus le cas cette fois-ci. Ce qui n'est pas une raison pour les lecteurs de ne pas le lire d'ailleurs. Mais vous étiez débarrassé, d'une certaine façon, de cette obligation de raconter la vie du Front National que vous aviez fondé jusqu'à aujourd'hui. C'est d'ailleurs plus la vie du Front National qui est dans le tome 2 de mes mémoires que ma vie personnelle. Mais l'année dernière, il fallait boucler l'affaire. Alors que cette fois-ci, enfin, vous étiez libre. J'en avais un en piste, mais j'ai beaucoup de mal, ça demande beaucoup de documentation et puis beaucoup de travail. Et par conséquent, il ne faut pas trop en parler puisque c'est un livre que vous avez en tête qui n'est pas encore écrit. Mais non. Et qui ne justifie pas une annonce. On risque de me le voler. Difficile compte tenu du sujet. Ah, le titre, bien sûr que oui. Président, pendant les vacances, nous avons vu des images terrifiantes qui se produisaient à Beyrouth avec l'explosion qui a ravagé cette ville. Le Liban, c'est un petit peu toujours la France d'une manière ou d'une autre. Alors il y a deux questions. Ce que vous avez ressenti en voyant cela, et puis l'attitude de la France et du président français qui intervient visiblement d'une manière très volontariste dans les affaires libanaises. Alors est-ce qu'il y a des affaires libanaises? Est-ce que c'est toujours un petit peu la France? Sommes-nous liés? Pouvons-nous nous distancier par rapport à ce qui se passe à Beyrouth? Je veux dire que ces images ne m'ont pas étonné pour la bonne raison que je suis un contemporain de la Deuxième Guerre mondiale. Et je me rappelle qu'une ville comme Lorient a été entièrement détruite en 2 bombardements successifs de 48 heures. Conséquent, c'est pire que ce qui est arrivé au Liban. Bon, c'est arrivé dans beaucoup de villes françaises pendant la guerre qui subissaient les bombardements aériens destinés à nous libérer, qui quelquefois nous libéraient de la vie d'ailleurs. Il n'empêche que c'est la capitale, là. Il n'y a pas eu de bombardement comme ça sur Paris, par exemple. C'est vrai, Paris a été épargné. Encore que on laisse entendre qu'on s'est questionné sur le fait que Paris brûle-t-il. Si l'occupant avait voulu brûler Paris, il l'aurait fait. Il en avait la capacité. D'autant que je crois que tous les ponts de la capitale étaient minés depuis 1939, c'est-à-dire par les Français. Quand il n'y avait qu'à allumer les mèches. On ne l'a pas fait, Dieu merci. Sur la question du Liban, beaucoup de thèses ont circulé, y compris d'ailleurs des thèses qu'on dit complotistes, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu un missile israélien tombant sur Beyrouth pour enflammer ce dépôt, des choses comme ça. Vous avez une théorie là-dessus ou bien... Non. Vous avez fait un tweet sur le sujet. Je n'ai ni information, ni théorie. Ça peut être un accident, ça peut être un attentat. Le problème, c'est les résultats qui ont été désastreux, comme on le sait. Mais mon Dieu, ce sont des pays qui ont l'habitude des grands bouleversements. Vous êtes sensible à cet amour français pour le Liban? Oui, vous le ressentez? Nous avons reçu le Liban et la Syrie, d'ailleurs, en mandat après la Première Guerre mondiale. Et il s'est établi à cette occasion des liens affectifs
en particulier avec la minorité chrétienne, qui était à ce moment-là la majorité, qui est devenue aujourd'hui minorité, mais aussi avec les musulmans de bonne volonté. Il vous est arrivé de parler de libanisation de la France. Alors là, c'est l'autre point de vue. Ben, écoutez, il y a une preuve. J'ai été reçu à Beyrouth par des étudiants et ils avaient tous autour du cou le foulard du PSG. Pour me faire honneur. Il n'y a que le caractère parisien et français du PSG peut être discuté. Surtout que vous étiez un élu du Sud plutôt que de Paris, même si vous aviez commencé par Paris. Oui. Je crois d'ailleurs que mais l'expression libanisation de la France, il y a quand même, au PSG, je crois qu'il y a 2 joueurs français qui sont tous les 2 noirs d'ailleurs. Ben, c'est pas un problème du moment qu'ils marquent des buts. Ah, c'est ce qu'on leur demande. Pas le problème, simplement. Et en plus, vous avez vu que c'est une information que je donne. Vous avez vu qu'ils ont le Covid et qu'ils vont pas pouvoir jouer là, puisque Mbappé est empêché. Oui, ce qui ne nous a pas empêché de gagner. Vous voyez, ce sont des sports de contact. Voilà. Et qui ne respectent pas les gestes barrières. Mbappé est un très bon joueur, très sympathique d'ailleurs, mais il n'est pas le seul, heureusement. Enfin, je dois dire que je n'attache à ces acrobates du ballon qu'une intention sympathique sans plus. Alors revenons aux acrobates de la politique avec la polémique qui oppose visiblement le Rassemblement national au garde des Sceaux et qui oppose au sein du gouvernement le garde des Sceaux au ministre de l'Intérieur. Sur le fond de ce qu'est la chaîne pénale, ce que demandent les Français avec des sondages extrêmement forts où 70-80% des Français veulent la même chose, c'est-à-dire l'application des peines et ainsi de suite. Vous avez tweeté pendant l'été un tweet qui a eu beaucoup d'écho où vous rappeliez votre position sur la question de la peine de mort comme l'élément supérieur de la chaîne pénale. Mais ça commence où, ça finit où? Et à propos de ce fait divers odieux d'un récidiviste qui était en... J'ai réalisé là d'ailleurs mon championnat, si j'ose dire, mon record, puisque il y a eu 66 000... Oui, mais c'est impressionnant, ça prouve bien que ce sujet-là, le sujet est dans le public. Le sujet intéresse les Français. À la vérité, ce que je crois, c'est que nous sommes arrivés à un point dramatique, à savoir que les pouvoirs publics ont peur des banlieues. Ils ont peur que la volonté de retour aux règles de la République ne provoque des soulèvements, des incidents graves dans ces banlieues qui pourraient amener une flambée comparable à celle de 2005, mais en beaucoup plus grave, puisqu'il a été manipulé des armes de façon ostensible. Je note d'ailleurs que il me semble que la première des démarches de l'enquête devrait être de se faire remettre par le jeune homme de bonne volonté que l'on a vu à la télé, les armes factices. S'il y a eu vraiment un tournage, un film. Un tournage, alors qu'on nous montre les armes factices. Si on ne trouve pas les armes factices, c'est que probablement elles étaient vraies. Ou alors que le préfet qui a réagi trop vite sur les ordres du ministre de l'Intérieur qui voulait faire de l'effet. Ce que je crains le plus, c'est la pusillanimité de nos gouvernements face à un problème qui s'aggrave de jour en jour par l'immigration et aussi, il faut le dire, par le fait que ces immigrants, pour la plupart, ont beaucoup d'enfants et que malheureusement les Français en ont de moins en moins. Je repose ma question, vous êtes toujours favorable à la peine de mort? Je suis favorable à la peine de mort parce qu'elle est éliminatoire d'un certain nombre de criminels qui sont, de l'avis même des psychiatres, irrécupérables. Et que leur détention à vie nécessite des moyens considérables, d'autant que nous n'avons pas suffisamment de places dans nos prisons. Je rappelle qu'en 2002, j'avais demandé qu'on construise 100 000 places de prison sur 10 ans pour tenir compte de l'augmentation de la population de 40 à 65 millions, pour tenir compte aussi de l'augmentation
de l'insécurité provoquée précisément par cette immigration étrangère déracinée culturellement, et ensuite parce que beaucoup de nos prisons étaient obsolètes, misérables, et méritaient d'être remplacées. Vous savez que là-dessus, on vous objecte l'exemple américain, à savoir le pays qui incarcère le plus de ses concitoyens. Vous ne craignez pas cela? Parce que si on construit des places, on va les remplir. Alors vous avez le point de vue de Mme Belloubet qui, quand elle était garde des Sceaux, a laissé partir 15 000 personnes qui n'avaient pas terminé leur peine. Et les sondages montrent que les Français veulent que les peines soient appliquées. Oui. Quand on en prend pour 18 ans, on fait 18 ans. C'est évident que la méthode de Mme Belloubet, si elle était tendue, eh bien on vide toutes les prisons. Et à ce moment-là, les criminels se trouvent en liberté. Et c'est aux honnêtes gens de trembler. Alors il y a la phrase de Marine Le Pen à Fréjus, le week-end dernier. Dupond-Moretti, c'est Taubira Empire. Est-ce que vous sentez les choses comme ça? Oui. Vous avez ce sentiment? C'est vrai. Je crains que cet avocat célèbre ne soit pas du tout le personnage qui conviendrait pour représenter la justice en France, c'est-à-dire la remise en ordre de la société et la protection des honnêtes gens par rapport aux criminels. Alors on peut en dire un mot, vous avez regardé le discours de Marine Le Pen à Fréjus. Vous l'avez trouvé comment? Je l'ai regardé, je l'ai apprécié, d'ailleurs je dois dire, j'ai trouvé que c'était... Bon, je ferai peut-être quelques petites critiques que je lui réserverai pour l'intimité, pour une présentation meilleure, peut-être plus percutante. Si elle doit être, comme je le crois, l'adversaire de Macron au deuxième tour, à condition que Macron y soit, ce qui n'est pas sûr non plus, il faut qu'elle soit évidemment, qu'elle incarne la volonté de redressement, de renaissance de la patrie française. Ou de se réveiller, puisque c'était le slogan « Réveillez-vous ». Mais vous savez que c'est le slogan des Témoins de Jéhovah depuis 1919. Ah ben, je n'ai jamais eu l'occasion de les rencontrer. Mais généralement, ils se présentent devant la porte par couple. Ils sont toujours deux, un petit peu comme pour les départementales, où il faudra être deux à chaque fois, n'est-ce pas? Ils vont innover. Réveillez-vous, le slogan des Témoins de Jéhovah. Bah, ça montre au moins qu'il y avait une lecture biblique. Merci Jean-Marie Le Pen. Ma chienne. Ah bah oui, donne mais de la voix. Elle fait partie du dispositif. Il va y avoir des visiteurs. Allez, hop. Elle est très populaire. Quand elle intervient dans le blog, d'ailleurs, nous avons de très bonnes audiences. Oui. Merci Jean-Marie Le Pen. Au revoir.